J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission ensemble avec mon invitée, actrice française vue au cinéma, à la télévision et au théâtre. Alison Paradis vient nous voir pour la pièce Amis pour la vie au Théâtre de l'Œuvre, écrite et mise en scène par Bertrand Marcos avec David Sardou, Julien Personnaz et Marie-Ange Casta que nous avions reçu. Une pièce sur le rapport à l'autre et sur ce que nous sommes capables d'accepter par amour et par amitié. Bien évidemment, l'occasion comme toujours de découvrir notre invité en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Alison Paradis. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. Je suis ravie de vous rencontrer. Moi aussi, merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Je vous avais découvert il y a quelques temps déjà dans le manteau de Janice. On va en parler bien évidemment dans cette émission. Mais puisque l'ADN est celui-ci, tentez de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Je vous demanderai tout d'abord 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? Je dirais la joie, je dirais l'autre et je dirais introspection. Ça, c'est très intéressant parce qu'on a une partie dans cette émission qui s'intitule comme ça. C'est vrai ? Ça s'appelle comme ça, donc ça devrait vous plaire. On va y venir doucement mais sûrement et tout de suite on démarre par le début, toujours le début. Alison Paradis, vous êtes née un 29 mai dans les années 80 à Charenton-le-Pont. Vous avez grandi avec votre sœur Vanessa à Coulommiers, si je dis pas de bêtises, aux côtés d'un papa, André, je crois savoir, qui fabriquait des décors pour Walt Disney. Et votre maman alors ? Ma maman a fait beaucoup de métiers différents et quand je suis arrivée, elle a décidé de travailler avec mon papa. Parce qu'on vivait là où mes parents travaillaient, donc dans l'atelier, c'était complètement féerique. Et comme ça, ils n'étaient pas très loin les deux. Donc elle s'est occupée de tout ce qui était la comptabilité, le juridique. Et ils ont travaillé ensemble comme ça pendant 30 ans. Dans un instant, je vais vous demander quel genre de petite fille vous étiez, parce que forcément, dans ce décor un peu d'enfance, un peu, je dirais, peut-être féerique, en tout cas de Walt Disney, j'imagine que vous avez eu une imagination sans borne à un moment donné, vous allez nous le dire. Mais quel genre d'enfance, avant toute chose, vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? Moi, j'ai eu une enfance très joyeuse, très particulière, parce que quand on a décidé de partir vivre donc à Coulommiers, quand j'avais 7-8 ans, on s'est installé avec ma tante, mon cousin et ma grand-mère. Et on a vécu comme ça, tous ensemble, en communauté, dans une maison que mes parents avaient entièrement refait, qui était un ancien moulin, au milieu de rien, au milieu des champs, avec vraiment au bout du jardin une rivière. Et ça a été une enfance absolument féerique et très entourée de la famille, ce qui est très important pour moi. Il y a de plus en plus de spécialistes qui commencent à dire que les enfants qui vivent comme ça, que ce soit à l'air pur, au grand air en tout cas, sont beaucoup plus heureux que les enfants qui vivent dans des milieux beaucoup plus urbains. Alors, en tout cas, c'est ce qu'on entend dans votre voix, que cela vous a rendu très heureuse. Et ça a été le cas de beaucoup de personnalités qui me l'ont confié ici sur cette antenne. Quel genre de petite fille alors vous étiez et quelles étaient vos passions ? Moi, j'étais assez rêveuse. J'étais aussi assez casse-cou. Je grimpais aux arbres. On savait vraiment rarement où me trouver. J'étais tout le temps comme ça, fourrée à droite, à gauche, à pouvoir regarder pendant une demi-heure une fourmi marcher sur une feuille. Et mes parents m'ont beaucoup laissé faire ça. Et mon père imposait. Le mercredi, par exemple, on avait beaucoup d'activités. J'ai fait beaucoup de danse, j'ai fait de la poterie, mais j'ai aussi fait du karaté. Enfin, j'avais vraiment envie de découvrir plein de trucs. Et mon père m'imposait 2 heures par mercredi d'ennui. Et les 2 heures d'ennui, j'avais à disposition de la peinture, de la terre pour sculpter. J'avais 1 milliard de choses à faire artistiques, mais j'avais pas le droit de regarder la télé, j'avais pas le droit de... Même pendant ces moments-là, de lire, il voulait vraiment que je puisse développer mon imagination face à l'ennui. Comment je pouvais transformer l'ennui ? Et je pense que c'est la meilleure chose qu'il ait faite. Je trouve ça très intéressant et peut-être que ceux qui travaillent sur le Montessori, ce genre de choses, peut-être ça peut leur donner davantage d'idées. En ce moment, on sait que justement l'ennui, ça permet l'imagination, ça permet la création. Est-ce que le fait d'avoir observé vos parents travailler dans ces décors de Walt Disney, ça vous a donné envie peut-être de créer, de mettre en scène, comme quand on le fait parfois quand on est tout petit, créer des spectacles ? Ouais, j'ai fait beaucoup de spectacles, mais
plus petite, je préférais construire tout ce qui était les décors, trouver des idées pour les costumes, tout ça, ça m'intéressait C'est ça. beaucoup. Je pense que j'osais pas encore trop interpréter. Et les seuls moments où j'arrivais vraiment à interpréter, c'était dans la danse. J'ai fait beaucoup de danse et là, j'avais quelque chose que je trouvais assez magique d'être sur scène et de ressentir voilà, toutes les vibrations que je pouvais ressentir quand j'étais sur scène. Justement, c'est intéressant parce que à l'adolescence, vous parlez de scène, vous allez apprendre à jouer de la basse et vous allez monter un groupe de rock avec vos copines et a priori le look qui va avec. Ouais. Alors ce groupe de rock a duré vraiment 6 mois, je pense. On en parle souvent quand on parle de votre carrière, ça ressort pas mal. Ça ressort. Comment ça se fait que ça ressort pas mal? Parce que ça a été anecdotique quelque part. Ça a été totalement anecdotique. Je pense que ce qui ressort plus, c'est le look que j'avais à l'époque. Je pense que j'ai eu besoin de m'exprimer, non pas par les mots, parce que je ne devais pas les avoir, mais par mon look qui était très marqué, avec des pantalons pas de def rouges, des dreadlocks roses, des piercings partout. Et puis au fur et à mesure, quand j'ai réussi à comprendre ce que je voulais exprimer, mon look s'est quelque peu assagi. Je crois que vous aimez le surf aussi. Ouais, j'aimais beaucoup le surf, le skate, j'aimais beaucoup cet univers que je trouvais très direct, en fait. Quand j'étais petite, j'aimais ça, plus jeune, adolescente, voilà, de se réunir autour d'une passion commune et il n'y avait pas trop de chichi, quoi. J'aimais bien ça. Ça, c'est peut-être l'autre dont vous parliez tout à l'heure, ce rapport au collectif. Votre bac en poche, vous allez vous inscrire en histoire d'art et vous décidez de devenir comédienne. Vous allez suivre les cours au théâtre d'Hélène Chéruy au laboratoire de l'acteur à Paris. Et il y a à 20 ans un premier rôle au cinéma, Le Dernier Jour, de Rodolphe Marconi. Vous y êtes aux côtés notamment de Gaspard Ulliel, de Nicole Garcia et Mélanie Laurent. Est-ce que vous vous souvenez de cette toute première fois? Je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. Déjà parce que c'est la première fois que je décrochais un rôle par un casting. Et j'ai adoré le sentiment quand d'un coup on m'a appelée pour me dire « ce sera toi ». J'ai trouvé ça formidable, ce qui se passait à l'intérieur de mon ventre. Je trouvais ça trop joyeux. Et après, j'ai eu une chance inouïe de jouer avec Nicole Garcia, qui a vraiment pris ce rôle de marraine. Et encore aujourd'hui, quand on se croise, il y a une tendresse et une amitié, je crois, vraiment entre nous deux, parce que elle m'a donné la main et elle m'a fait avoir confiance. En tout cas, j'ai arrêté d'avoir la mâchoire qui tremble, de jouer grâce à elle. Vraiment. De douter aussi peut-être à certains moments. Oui, bah, alors ça par contre, ça m'a jamais quitté et je pense que c'est mon moteur. Ouais. Et je dis tout le temps, je suis un peu une férue de travail parce que je calme mes doutes, mon trac et mes questionnements dans le travail, quoi. Vous aimez quand c'est cadré? Je crois savoir. J'aime quand il y a un cadre bien défini, mais c'est un peu comme ça que j'ai été élevée, et c'est un peu comme ça aussi que j'essaye d'élever mes enfants, de leur dire... En fait, je trouve que le cadre est rassurant à un endroit, vraiment, de sentir qu'il est là et de sentir qu'il est solide, mais qu'à l'intérieur, on peut créer, on peut s'inventer, on peut essayer, on peut tomber, on peut se relever. Ça, pour moi, c'est très important. Je pense d'avoir très fort les deux. Vous avez enchaîné une vingtaine de rôles au cinéma, tout autant de courts-métrages également. Il y a un court-métrage sur lequel j'ai très envie de m'attarder un tout petit moment. Peut-être que vous allez apprécier. Il s'intitule Le Roi du Silence. Oui. C'est le court-métrage d'Héloïse Martin qui raconte quelque part son histoire dans ce court-métrage-là. Vous y êtes aux côtés d'Alexis Michalik, que j'embrasse. Est-ce que vous voulez bien nous parler de votre rôle et de cette histoire qui est très importante et qui est plus que jamais d'actualité, on peut le dire? C'est un rôle qui a été très important. Je vous cache pas que j'ai eu peur de l'interpréter au départ et c'est toute la douceur et la psychologie d'Héloïse qui m'ont vraiment amenée à dire oui, parce que je joue le rôle de cette mère qui ne voit pas. Donc c'est l'histoire vraiment d'Héloïse qui a été fictionnée, mais d'une petite fille qui se fait abuser par son oncle. Dans l'histoire, c'est mon frère et c'est cette confrontation dans le bureau d'une conseillère un peu dans une association pour porter plainte en fait, et le père séparé, donc joué par Alexis Michalik, lui est très vindicatif, a raison, il a très envie que voilà l'histoire, que la plainte ait lieu et qu'il se passe quelque chose, alors que mon personnage se dit non mais c'est bon, il a dit pardon, il n'a pas compris, on peut pas détruire sa vie, elle a peur de se retrouver seule, elle a peur que ce soit encore pire pour sa fille, que d'un coup tout ceci prenne une ampleur. Et en fait
Au final, j'ai trouvé ça très joli et très important que justement le rôle de cette mère existe et puisse être incarné, parce que je pense qu'il y en a beaucoup et que si ça peut donner du courage à ces femmes qui n'osent pas porter plainte de peur du scandale, de peur que ce soit pire pour leurs enfants, parce qu'on parle vraiment de peur, alors j'ai eu hyper envie de l'interpréter et ça, je vois que le film fait vraiment écho à plein d'endroits et ça me touche beaucoup. Est-ce que vous savez, il est sorti l'année dernière, est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut le visualiser pour nos auditeurs ? Non, mais je demanderai à Héloïse et je ne manquerai pas de vous envoyer un message. Avec grand plaisir. En tout cas, voilà, on reste très vigilants. Il y a un livre qui est sorti de Thomas Mizraki, qui est un présentateur, journaliste, grand reporter sur LCI, qui s'intitule Le jeune bourreau. Pour nos auditeurs, on en a beaucoup parlé dans cette émission, mais cela parle notamment de ce sujet-là. Je vous recommande chaudement de l'écouter. C'était une piqûre de rappel par rapport au sujet que nous venons d'évoquer. À la télévision, Alison Paradis, il y a eu plein de rôles également, une vingtaine encore une fois, sur des plateformes de streaming aussi. Il y a un rôle important peut-être dans QI, qu'on peut peut-être évoquer dans cette émission, parce que j'ai trouvé qu'au travers de tous ces rôles-là, c'était un rôle très très fort, très puissant, et qu'il faut vraiment incarner pour le coup. Ouais, pareil, en fait c'est marrant parce que c'est souvent des rôles qui au départ me font un peu peur et c'est des rôles dans lesquels je m'épanouis le plus parce que justement je vais creuser quelque chose que je connais pas. Et là, c'est le rôle de Candice, qui est donc une jeune actrice porno qui s'est construite avec son petit ami de l'époque et qui a décidé de faire ça. Et toute la famille est très contente parce que elle rapporte de la notoriété et de l'argent. Sauf que Candice va vouloir s'ouvrir à un peu plus de... Dans la première saison, reprendre des études. Dans la deuxième saison, se tourner vers la spiritualité. Et dans la troisième saison, plus carrément un rapport avec la méditation, le corps et presque même se faire... enrôlée dans une secte. Et je trouvais ça très intéressant pour une fois de partir du corps justement et d'aller de monter un peu à plus l'intellect et de parler justement de cette évolution psychologique. Quel rôle vous avez joué vous a le plus marqué, vous direz ? C'est compliqué parce que je commence à vieillir, donc effectivement, comme vous disiez, il y en a de plus en plus. Mais Alison Paradis. Vous avez raison. J'ai envie d'évoquer justement le rôle dans Le Dernier Jour, qui était le premier. Donc ça a été très marquant. J'ai eu la chance d'interpréter un rôle dans un film très dur à jouer qui s'appelle À l'intérieur, avec Béatrice Dalle, un film d'horreur. Voilà, et ça a été très marquant pour moi. Récemment, j'ai joué dans Amore Mio, qui est le film de mon compagnon. Et ça a été vraiment, à plein d'égards aussi, un tournant dans... Je dirais pas dans ma carrière au sens large, mais dans la mienne au sens plus personnel, parce que ça a été aussi une expérience de vie qui a été très marquante pour moi. Au théâtre, tout à l'heure, vous parliez du manteau de Janice. Ça, pour moi, ça a été quelque chose de très marquant. Enfin, ça a été un cadeau de la vie, ce personnage, vraiment. Pour une raison particulière ? Oui, à plein de niveaux. Personnellement, parce que après mon premier enfant, par exemple, j'ai mis du temps à retravailler parce que j'osais pas partir, parce que ça me terrorisait de le laisser. Et là, Philippe Lelièvre m'a offert ce rôle qui me permettait, quand j'ai eu mon deuxième enfant, d'être à Paris et juste de m'absenter 3 heures le soir pour aller travailler. Donc ça, déjà, personnellement, ça a été assez magnifique pour moi. Et après, la rencontre avec ce personnage a été bouleversante. Elle m'a apporté beaucoup de choses. C'était un personnage très solaire, très, très, très lumineux. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir reçu autant de lumière tous les soirs par les spectateurs qui étaient dans la salle. En vous écoutant, je ne peux pas m'empêcher de penser à Marie-Ange Casta que j'ai reçue dans cette émission. Je me dis que votre amitié ne peut que bien se passer parce qu'elle a eu le même ressenti au cours de sa carrière qui continue d'évoluer en ce moment et notamment beaucoup avec le théâtre. Et elle m'exprimait à l'antenne le fait d'avoir longtemps consacré sa vie à être maman et que du jour au lendemain, il y a cette éclosion avec le théâtre qui lui tend les bras. Et voilà, enfin, on peut dire on est maman. Et puis il y a une carrière devant soi et on arrive à concilier les deux comme ça en parallèle. Vous venez nous voir évidemment à Alison Paradis pour cette pièce Amis pour la vie. Elle est au théâtre de l'Œuvre, écrite et mise en scène par Bertrand Marcos avec David Sardou, Julien Personnaz et Marie-Ange Casta. Est-ce que vous voulez brièvement nous raconter l'histoire ? Mais je peux le faire si vous voulez. Non, je peux le faire si vous voulez. C'est l'histoire de Richard et Claire qui vont recevoir, qui sont en couple depuis très longtemps, qui vont recevoir un couple d'amis. Pareil, ils sont amis depuis très longtemps. C'est un dîner on ne peut plus banal
bobos trentenaires parisiens qui se retrouvent et qui parlent de la vie. Et puis on sent au fur et à mesure que ça accroche à certains moments, notamment dans leur couple. Dans leur couple. Et puis il va y avoir une révélation qu'un de nous quatre va faire. Et là, la soirée bascule et c'est comment on va se relever tous les quatre de cette révélation. On va écouter un petit teaser. On est mariés depuis quoi ? Depuis 10 ans maintenant. Ah, tu sais plus. Si. Si, ça fait 10 ans. Plus. Plus ? Ah bah tu vois, ça... J'ai pas vu le temps passer. T'es sûr que tu veux y aller à ce dîner ? Bien sûr que je veux y aller. Pas toi ? Je sais pas. On les a vus il y a à peine 2 semaines. C'est nos meilleurs amis, alors oui, on les voit souvent. Ça fait 20 ans que vous vous connaissez, Christophe et toi, non ? Oh là, facile, ouais. Enfin bon. Ce sera peut-être pas un dîner comme les autres. Avec eux, c'est rarement un dîner comme les autres. Pourquoi avec eux ? Parce qu'avec nous, si ? Mais non, mais pas du tout, mon cœur, mais c'est juste que... Tu nous trouves chiants, nous, c'est ça ? Mais non, mon amour. Mathilde et Christophe, c'est un peu comme l'air et le feu. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Elle a son petit caractère. Hein. Oula, ouais. Ouais. Mais bon, on les adore. Ah, on les adore. On les adore. On les adore. Tu sais quoi ? Quoi ? En fait, j'ai hâte. Ah, bah tu vois. Ça va me changer les idées. Mais oui. Ça va être une belle soirée. Ça va être une très... Voilà le petit teaser qui a été diffusé sur les réseaux sociaux. La pièce, c'est du jeudi au samedi à 20h, le dimanche à 15h. Et donc, on démarre avec vous dans votre salon au papier peint couleur brique avec votre mari, Richard, affalé en chaussettes sur votre canapé avec ses attitudes un peu bourgeois, supérieures et indifférents. Je crois que c'est ce que vous lui dites à un moment donné. Comment définir le personnage de Richard qui est quand même très drôle, finalement ? Moi, la première chose qui me vient quand je parle du personnage de Richard, c'est beaucoup de tendresse et de maladresse. Ouais. Moi, ce que j'aime à penser, c'est que c'est un couple avec Claire qui se connaissent depuis très longtemps. Je pense sortis de lycée ou la fac, ils ont appris à grandir ensemble. Et puis d'un coup, ça s'est accéléré professionnellement pour Richard. Il s'est mis à gagner beaucoup d'argent et à sortir de sa condition, comme on dit, de fils d'immigrés espagnols. Et ça lui monte un peu à la tête et il ne sait pas vraiment comment faire avec ces nouveaux codes sociaux, quoi. C'est ça. Et vous, finalement, vous êtes Claire, pour le coup, une vraie bourgeoise, mais pour le coup, vous n'en avez pas du tout l'air. C'est ce que vous dites sur scène. Vous êtes la simplicité, la bienveillance aussi. La copine, finalement, qu'on aimerait tous avoir. Est-ce que ce rôle vous ressemble, Alison ? Mais ce serait très prétentieux de dire ça, mais je pense qu'en tout cas, dans la simplicité, oui, moi, j'aime les choses très simples et je me contente toujours du minimum, du moment que je suis avec les gens que j'aime, ça me va très bien. On voit alors cette dynamique de couple qu'on a expliquée entre vous. Vous qui aimez l'art, l'arte povera, et votre compagnon qui préfère l'arte rico. C'est un moment très très drôle quand vous êtes sur scène. Forcément, je vous demandais si ce rôle vous ressemblait quelque part, parce qu'il y a quelqu'un qui commente beaucoup vos stories sur Instagram. Je me suis demandé si c'était votre amie Clara Luciani et si elle pensait ça aussi de vous. Ouais, Clara, c'est vraiment ma meilleure amie, c'est ma petite sœur. Et oui, je pense que puis on partage toutes les deux ça. Ça veut dire, tant qu'on est ensemble, qu'on soit dans une pièce de 10 mètres carrés à être assise par terre ou qu'on soit sur une plage au bout du monde, en fait, ça nous va, quoi. C'est tout ce qui compte. Je suis donc venue vous voir jeudi dernier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne suis pas la seule. Il y avait d'autres peut-être amis à vous, Julie Debona et Louise Monod, qui étaient dans la place et dans le public. J'imagine qu'elles ont beaucoup aimé parce qu'on passe un très très bon moment. Et donc quand on vous observe sur scène, vous allez recevoir, on le disait tout à l'heure, vos deux amis de 20 ans, dans le cas de Richard et Christophe, qui se connaissent depuis très longtemps. Et puis on voit ce couple en face de vous, Mathilde jouée par Marie-Ange Casta, et puis avec son mari Christophe, ils arrivent tous deux avec une mine et un look pour le moins austère. Ils sont censés partir habiter au Nigeria parce que Christophe est muté là-bas pour 2 ans en tant que chirurgien et c'est reconductible si ça se passe bien. On sent à ce moment-là la tension monter d'un cran et le discours assez bien rodé de sa femme. Oui, et c'est d'ailleurs un moment que je trouve très très drôle que Marie-Ange Casta fait de façon assez hilarante, de ces femmes qui se convainc. En fait, d'ailleurs, Richard lui dit, donc tu le suis, t'as vu, c'est beau l'amour. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on est capable d'accepter par amour ? Et on se rend compte que ça commence vraiment pour elle à coincer très fort à ce moment-là. On sent tout leur côté dysfonctionnel dès le début, dès leur arrivée, en fait. C'est un petit peu ce qu'on ressent et en effet, vous le dites très justement, c'est l'art de montrer à ce moment-là les concessions que les femmes sont prêtes à faire par amour ou par devoir. Exactement. Est-ce que les gens, en sortant de la salle, ils vous parlent de ce genre de
de ça principalement. On va venir après, bien sûr, sur le reste de la pièce. Mais ce sens de ok, moi j'ai cédé, j'aurais peut-être pas pu ou j'aurais dû. Il nous parle vraiment, en tout cas, vraiment, les spectateurs nous parlent à quel point ça fait écho à plein d'endroits dans leur vie. Donc, je pense que on est tellement 4 personnages très différents les uns des autres. Je pense que tout le monde peut se reconnaître à un endroit dans la pièce et qu'il y a des dynamiques qui sont assez courantes et que là aussi, les gens peuvent se reconnaître dans ces dynamiques-là. Au départ, tout semble bien se passer. On assiste, vous le disiez, à des échanges pour le moins classiques. On a tous avec nos amis, on parle du travail, du quotidien, de la vie, des dernières emplettes, notamment votre mari Richard qui décide de crâner un peu avec sa dernière trouvaille, la raquette du dernier match de Federer. Et vous, Mathilde, vous observez ses copains, et vous, avec Mathilde, vous observez ses copains de toujours, de beauf, dites-vous à un moment donné, c'est très drôle. Et puis, la tension devient palpable après quelques réflexions toujours indélicates de votre mari Richard, et notamment une question de votre part qui va clairement tuer l'ambiance. Évidemment, on ne dira pas ce que c'est, parce que c'est une cocotte minute du début jusqu'à la presque fin. Est-ce que vous pensez qu'en amitié, on a le droit de tout demander d'abord avant de parler d'accepter, et sous prétexte qu'on est proche, est-ce qu'on peut tout se permettre ? C'est marrant que vous posiez cette question parce que ça a vraiment été une question qui a été soulevée pendant les répétitions, justement parce que on n'était pas forcément, c'est pas d'accord, mais on se posait des questions où moi je pense effectivement qu'on peut se demander les choses si c'est fait avec beaucoup de bienveillance, alors que certains disaient non, c'est forcément un petit peu pervers de venir poser des questions si on sait que ça va faire de la peine. Moi, j'ai le sentiment justement que d'éviter certaines questions, ça peut encore plus faire de peine, de se dire ça devient encore plus gros, ça devient un sujet qui est terriblement tabou. Et d'ailleurs, Christophe le dit, non, pas de sujet tabou entre nous. Moi, j'ai le sentiment que, encore une fois, si c'est fait avec bienveillance, on peut se parler de tout. Alors forcément, il y aura cette révélation, ça va crier, ça va fuser, et ça va surtout révéler chez ces personnages de la rancœur, de l'amertume, des non-dits entre amis qu'il peut y avoir bien sûr au fur et à mesure des années. Et votre personnage est intéressant parce que vous souffrez, on le sent, on le voit, et vous restez en retrait de tout cela avec un peu le mot de la fin. Et c'est ce qui fait finalement la force de ce personnage, je trouve. Bah, moi, c'est vraiment ça qui m'a fait accepter ce rôle. Je trouvais ça hyper joli. Et je me suis beaucoup reconnue là-dedans aussi parce que j'ai l'impression que je suis très adepte de la colère froide. J'ai en vieillissant, enfin en mûrissant, comme vous voulez dire, tendance à moins crier, à moins m'énerver tout de suite parce que j'ai le sentiment qu'on est moins audible, alors que d'arriver à prendre du recul, et c'est ce qui se passe d'ailleurs avec ce personnage qui pendant toute une partie va laisser tout le monde s'exprimer, et elle le dit d'ailleurs, je ne dirai rien, pour pouvoir après étayer son propos et dire les choses presque calmement en fait, un peu comme sur une autoroute quoi. On continue à parler avec la grande question, évidemment, dans cette émission avec vous, Alison Paradis. Vous venez nous voir pour la pièce Amis pour la vie au Théâtre de l'Œuvre, écrite et mise en scène par Bertrand Marcos. On revient dans un instant, mais tout de suite, c'est le rappel des titres. Restez avec nous sur Radio J. Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Plus de 100 cibles ont été visées par l'armée israélienne à Gaza ces dernières 24 heures. Parmi elles, un dépôt d'armes, des postes d'observation et des terroristes. 100, c'est aussi le nombre de camions d'aide humanitaire qui ont reçu l'autorisation par Israël d'entrer dans la bande de Gaza aujourd'hui, après un premier envoi de véhicules dans le territoire hier. Jérusalem effectuait depuis le 2 mars un blocus accusant le Hamas de se saisir des vivres et médicaments envoyés aux Gazaouis.
Le Qatar, qui joue le rôle de médiateur entre Israël et le Hamas, estime que l'intensification de l'offensive à Gaza est irresponsable. Elle compromet toute chance de paix, déplore le Premier ministre Mohamed Al-Thani à l'ouverture du Forum économique du Qatar. Les incendies qui ont ravagé les collines de Jérusalem au début du mois n'ont pas été provoqués par des criminels. C'est la conclusion d'une enquête dévoilée aujourd'hui, enquête menée par une équipe de pompiers israéliens. Information à néanmoins pas confirmée ou infirmée par les services d'incendie et de secours. 18 personnes avaient été arrêtées au 1er mai selon le bureau du Premier ministre Benyamin Netanyahou, soupçonné d'avoir contribué au départ de feu. L'Union européenne adopte un 17e paquet de sanctions contre la Russie. Il cible de nouveaux navires pétroliers fantômes utilisés pour contourner les sanctions déjà existantes. Sanctions contre les exportations de pétrole russe. Annonce faite par la chef de la diplomatie européenne cet après-midi. Enfin, si vous n'utilisez pas Internet, vous avez jusqu'à ce soir 23h59 pour remplir votre déclaration d'impôt papier. C'est le cachet de la Poste qui fait foi. Après cette date, gare aux pénalités. En revanche, pour ceux qui l'effectuent en ligne, les dates butoirs vont du 22 mai au 5 juin selon votre localisation. Et merci beaucoup Etani Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec Alison Paradis et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour, Le 6-9, Ilana Ferradian. retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Jacques Fredge, directeur du Mémorial de la Shoah. 80 ans après la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, nous sommes confrontés à une vague sans précédent d'antisémitisme, de désinformation et de tentatives d'instrumentalisation de l'histoire de la Shoah. Pour développer ces actions pédagogiques et transmettre à toujours plus de jeunes des connaissances historiques sur la Shoah, pour déconstruire les préjugés, pour redonner un sens aux mots contre la haine en ligne, pour former les enseignants, le Mémorial a besoin de votre soutien. 75% de votre don est déductible de votre IFI. Faites un don. Mémorialdelashoah.org. Merci. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Alison Paradis, qui vient nous voir pour la pièce Amis pour la vie au Théâtre de l'Œuvre, écrite et mise en scène par Bertrand Marcos avec David Sardou, Julien Personnaz et Marie-Ange Casta. C'est une comédie de boulevard, en tout cas c'est comme cela que cela démarre et finalement cela finit en comédie dramatique, on pourrait dire, Alison. Exactement. C'était un peu le pari de Bertrand Marcos et je trouve ça très intéressant de brouiller un peu les pistes, mais surtout de parler de la vie en fait. La vie, ça peut commencer comme une comédie et puis ça peut se terminer comme une comédie dramatique et repartir dans une comédie plus douce. Donc moi j'aime beaucoup justement aussi à quel point dans la salle on sent ce basculement d'énergie, même si on arrive à rire pendant le drame. C'est pour ça que j'aime bien que vous disiez comédie dramatique. Exactement, comédie, donc ce qui pourrait être antithèse. On est en train d'écouter une chanson qui forcément se retrouve sur scène. Je vous laisse l'écouter. Pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Et oui, les copains d'abord, parce qu'on se demande si ces copains d'abord, c'est ce qui va primer sur notre vie finalement, si on va être capable de dépasser beaucoup de choses, peut-être même des principes pour nos amis. Est-ce que vous pensez que vous, on peut tout pardonner à un moment donné par amour et aussi par amitié? Et est-ce que vous êtes comme ça dans la vie? Moi, j'ai plutôt tendance à être comme ça, ce qui peut me valoir parfois justement des petites accroches avec ma maman, qui parfois, elle, ne comprend pas forcément. Moi, j'ai tendance à faire... si on vient s'excuser et que je sens vraiment que l'excuse est sincère et on peut se tromper, on peut pardonner, c'est pas pour autant qu'on oublie. Je pense que ça laisse des petites cicatrices à un endroit, mais je trouve ça très beau de réussir à dépasser ça. Et surtout dans notre société aujourd'hui où j'ai un peu le sentiment que tout va trop vite et que on se dispute avec son mec, alors on se quitte et puis c'est pas très grave et puis
on est dans une société comme ça où les choses vont vite et d'un coup, la pérennité des couples et la pérennité des histoires amicales me touche particulièrement. Oui, c'est vrai que ça s'effrite beaucoup plus vite et on a souvent tendance à comparer les histoires de nos parents, arrière-grands-parents en se disant mais eux c'était différent, ils restaient mais finalement le couple reste le couple et ils avaient une approche différente du couple. Exactement. Peut-être. Vous dites cette phrase « Je ne vois pas comment je pourrais te pardonner » et vous dites « Cette réalité que je me prends en pleine gueule, ça fait un mal de chien ». Parce que dans cette pièce, il est question de loyauté, bien sûr d'autres sujets, mais si vous avez le beau rôle, c'est vraiment ce qu'on peut dire dans cette pièce, vous avez le beau rôle, vous n'avez pas la place rêvée, mais vous prenez une hauteur qui est tout à fait incroyable, surprenante, bluffante. J'ai vraiment le sentiment, j'aime à dire que cette pièce c'est un peu comme une sorte de thérapie et de couple et d'amitié et personnelle, un peu vitesse grand V, et que mon personnage, je pense qu'elle savait pas forcément qu'elle avait toutes ses ressources en elle et elle savait pas forcément qu'elle avait aussi à ce point son mot à dire et elle va se révéler comme ça. Et je trouve que c'est une belle ouverture pour cette femme. Est-ce que cette pièce vous a fait réfléchir sur ce que vous étiez capable de supporter, vous, dans la vie ? En tout cas, ça m'a fait vraiment réfléchir sur la place du pardon et comme je vous disais, sur la place de j'aime pas ce mot de combat, mais de se dire qu'en fait, oui, il faut se battre dans la vie pour préserver des choses qui sont importantes. Je sais pas, si je fais un trou dans mon jean, je vais avoir envie d'essayer de le recoudre parce que c'est mon jean préféré et que j'ai pas envie de le jeter et d'en racheter un autre. J'ai envie de me dire que voilà, on peut se disputer avec ses amis, mais que c'est beau d'essayer de... Moi, j'ai vraiment un ami très proche avec qui un jour on n'a pas été d'accord et on s'est pas parlé. Et en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on se parle pour mettre les choses à plat et de voir comment on pouvait redémarrer ensemble. Et on est encore plus fort aujourd'hui parce que en fait, on a su qu'on savait exister et je trouve que la force du pardon est un ciment d'amitié qui est très très fort. C'est une très très jolie réponse, Alison Paradis. Forcément, le public se projette. On ne dira pas jusqu'où, évidemment. On n'a pas donné toute l'intrigue, sinon ce n'est plus du jeu. On passe en tout cas un très bon moment. C'est une pièce tout public. Oui. Je m'amuse à dire, le soir de la première, il y avait une de mes meilleures amies qui est venue avec sa fille, qui a 10 ans et qui était toute excitée à la fin parce qu'elle me dit d'habitude quand les adultes se disputent, on m'envoie dans ma chambre. Et là, j'ai pu voir la dispute des adultes. C'est génial. Elle était très contente parce que ça reste quand même assez soft. Et mon fils aîné aussi est venu et il a adoré en fait parce qu'ils ont accès à quelque chose auquel d'habitude ils n'ont pas accès. C'est vrai que pour des enfants comme ça, c'est vraiment l'accessible qu'ils ne verraient jamais. Non. On peut le dire franchement, parce qu'il y a quand même 2-3 mois un peu crus comme ça. Un peu cru. Et ils vous posent des questions, ils vous ont posé des questions. Est-ce qu'ils Mon ont fils posé des aîné questions ? a posé des questions à ma mère. Je l'ai laissé répondre parce que moi j'étais sur Vous en scène. êtes bien sorti. Et la fille d'une de mes meilleures amies, oui, elle était très contente de tous ces mots, de tous ces gros mots qui avaient été dits. Mais ça permet en tout cas de faire de la jolie pédagogie derrière. Exactement. Puisqu'on parle de théâtre, on va continuer évidemment parce que maintenant c'est votre portrait théâtral en 3 temps avec Hélène Kuttner. Allez, tout de suite on y va. Au théâtre. Bonjour Hélène Kuttner. Bonjour Cyrielle, bonjour Alison Paradis, bonjour à toutes et à tous. Alors, chère Alison, je dois l'avouer, je vous l'avais dit un petit peu avant de rentrer dans ce studio, je suis très enthousiaste à faire un portrait de vous sur les scènes de théâtre, même si vous n'avez pas une super longue carrière, car dans tous les spectacles que vous avez joués depuis une dizaine d'années, je ne les ai pas tous vus, mais j'en ai quand même vu certains, avec des rôles très différents, vous conservez une fraîcheur attendrissante, une franchise et une générosité qui n'appartiennent qu'à vous. Merci. Dynamisme, franchise, naturel sont vos atouts que l'on admire. Et il y a beaucoup de comédies que vous avez jouées. Votre talent, votre vivacité et votre attention aux autres sont, je pense, la promesse d'une bien longue carrière. Alors aujourd'hui, Cyrielle l'a dit, dans la pièce Amis pour la vie de Bertrand Marcos, vous êtes en couple avec David Sardou, un petit peu insupportable, pas bien l'élever. Vous l'aimez et effectivement, vous êtes en retrait, assis sur un canapé. Lui, il est comme un vieil ado et c'est vous, son épouse pimpante, qui devez préparer la table et le dîner alors que vous recevez vos 2 amis les plus chers. Marie-Ange Castagne
Marissa et Julien Personnaz débarquent et le malaise s'installe avec ces deux-là. Ils ne se cessent de se chamailler et pourtant, vous restez stoïque, vous faites preuve d'une tolérance, d'une patience remarquable qui laisseront bientôt place à la stupéfaction et à la colère devant une révélation qu'on ne dira pas ici. Et je dois dire que durant tout le spectacle, chère Alison, vous êtes le personnage, mais je reprends un petit peu ce que Cyrielle a dit alors qu'on ne s'est pas du tout téléphoné ce matin. C'est vrai. Mais vraiment, mais c'est incroyable, vous êtes le plus solide, celui qui nous tient par la main avec franchise et simplicité pour nous amener à découvrir un tissu de mensonges. Vous êtes discrète, émouvante, hypersensible et vous êtes en même temps le miroir de toutes les femmes que l'on balade à travers des histoires fabriquées de toutes pièces. Vous tirez votre épingle du jeu avec une grâce et une élégance de reine. Dans Le manteau de Janice d'Alain Tellet, ça fait pas très longtemps au Théâtre Montparnasse, vous étiez un autre personnage, mi-larme mais tout aussi solaire, explosive. Une jeune femme qui surgit soudain dans l'univers feutré de Joseph, un écrivain bougon, méfiant, bloqué dans un fauteuil roulant depuis un lourd accident. Et c'est aussi le choc entre la lune, pour moi qui était Joseph, et le soleil, qui est vous-même, dans le rôle de Mila, parce que vous devez l'aider, lui faire des courses, lui rendre des petits services, vous qui vivez de petits boulots. Lui est habillé tout en noir, dans un appartement rempli de livres de philosophie, de disques de Bach, de Mozart, de Janis Joplin. Vous êtes plutôt rap, l'inverse. Et face à Philippe Lelièvre, qui était formidable dans le rôle de cet homme dépressif et peu aimable, vous étiez comme toujours vivante à 200%, énergique, spontanée, radieuse. Votre couple en noir et en couleur fonctionnait avec un rythme et des quiproquos réjouissants, avec un humour décalé, et terriblement humain. Et je me souviens au Théâtre Édouard VII, l'un de vos tout premiers spectacles se nommait La Récompense. Je pense que vous vous en souvenez, de Gérald Sibleras, dans une mise en scène de Bernard Murat. Et vous étiez Fabienne, une jeune et ravissante écolo, adepte de chaussettes en bambou. Et oui, en couple avec Daniel Russo, un homme qui était quand même beaucoup plus vieux que vous, qui était beaucoup moins drôle, beaucoup moins pimpant et beaucoup moins marrant. C'était un historien assoiffé de reconnaissance qui vient de recevoir un prix, mais évidemment qui n'a jamais eu aussi peur de la mort. Là encore, alliance explosive entre cet historien casanier, râleur, et puis vous, une adepte des ampoules low energy, prête à convertir toute une ville à l'écologie décarbonée. On y va. Et on vous découvrait, chère Alison, en robe à fleurs écarlates, jeune femme charmante et spontanée face à des hommes-enfants qui sont trop gâtés, qui coupent les cheveux en quatre, obsédés par eux-mêmes et par leur finitude existentielle. Vous inventiez un nouveau monde avec votre énergie, votre simplicité, votre présence solaire qui illuminait cette fable contemporaine. Donc j'ai un petit conseil à vous donner. Restez comme vous êtes, chère Alison. Continuez à jouer au théâtre. Surtout, on a besoin de vous, de votre présence charnelle, de votre charme immédiat qui illumine les spectacles. Merci. Merci beaucoup, notre Madame Théâtre, Hélène Kuttner. Merci beaucoup, Hélène, pour ce très très joli portrait. Allez, tout de suite, c'est le billet du jour avec Anouchka Monceau. Le billet du jour. Et tout de suite, c'est donc le billet d'humeur avec Anouchka. Bonjour Anouchka, qui n'êtes pas là, vous êtes à distance. Bonjour Cyrielle, bonjour Alison Paradis. Tout à fait Cyrielle, je suis actuellement en direct de mon bureau pour vous faire un reportage sur les conditions du travail en entreprise. Du coup, j'ai mis mon gilet pare-balles. Les tensions ont commencé dès 9h du matin avec une réunion Teams Café. Le principe, boire un café pendant une visioconférence Teams. Je préfère autant vendre mes pieds sur OnlyFans. C'est moins dégradant et ça paye mieux. Oh là là, déjà 10h30, c'est l'heure de la réunion d'équipe. Là, on débriefe du café qu'on a pris pendant la réunion Teams Café. Qu'il est meilleur à la machine du 2e étage parce qu'ils ont des capsules Nespresso. Là, je dis ta gueule, Patrick. Non, vous inquiétez pas, j'ai éteint mon micro. On commence enfin la réunion et Patrick nous montre la photo de sa fille Cerise qui rentre au collège. Oh, Cerise. Moi, je m'en carre le coquillage de Cerise. J'ai pas fait un master 2 en salade de fruits. Mais je dois être corporate, alors je dis ah ouais, elle est jolie, elle a quel âge une phrase qui aurait pu dire Polanski. Il a toujours été très corporate, Polanski. Il y en a qui sont rebelles en Teams, qui mettent un fond d'écran à la mer. En entreprise, c'est un code pour dire qu'on veut poser un RTT ou un appel à l'aide parce qu'on n'a pas eu de relation sexuelle depuis 6 mois.
Voilà, il est 10h30, la réunion se termine. On n'a rien foutu, mais Patrick est sous l'eau. Enfin, underwater, hein, parce que le français, on oublie en entreprise. Il y en a une, elle est Lead Solution Manager. J'ai demandé à ChatGPT de me traduire, j'ai rien compris. Elle est là, on veut du awareness, faut qu'on lit des assets en B2B avec les 2B3. ChatGPT, là, il suit désormais une thérapie. Après, je me plains, alors qu'il y en a qui sont vraiment en burn-out, hein, comme Louane, qui a quand même fait l'Eurovision en chantant dans un sablier avec du liège qui lui tombait dessus et qui est arrivé 7e. Alors, il y en a qui ont accusé Israël. Enfin, je suis désolée, nous, on n'aurait jamais pris le risque de chanter avec du liège dans la bouche. C'est pas caché. Hein. C'est l'Autriche qui a finalement gagné. Faut être content pour eux. Hein. Le dernier moment fort du pays, c'était la naissance d'Hitler. Ouais, et dire qu'ils font croire que Mozart était autrichien, hein, là on dirait plus une alarme incendie ou un mec qui se les coince. Pensez pour Émeric Caron qui a tweeté sa haine envers Israël depuis les toilettes. Israël qui a fini 2e, j'espère qu'il a une bonne prostate. Au moins, il a le festival de Cannes pour se consoler. Cette année, la mode sur le tapis rouge, c'est le kéfier. Après, je comprends, filmer dans les tunnels, c'est pas facile, hein. Je veux dire, au niveau de la luminosité, ça ferait trop amateur. Au moins, les Israéliens seraient pas accusés d'être aidés par les Américains. De toute façon, Trump est trop occupé en ce moment. Il passe ses journées au téléphone avec Poutine. Il lui dit c'est toi qui raccroche. Poutine répond niet, c'est toi, c'est non missile. Bon, attendez, on rigole, mais il est déjà 15h40 là. Faut que je vous laisse, j'ai une réunion sur comment faire une bonne réunion. Et merci beaucoup Anouche Clemenceau. Évidemment, on vous retrouve la semaine prochaine de 15h à 16h sur Radio J. Tout de suite, c'est l'introspection. L'introspection. Alison, Oscar Wilde a dit « Parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Essayons de faire cela maintenant avec quelques phrases, certes un peu bateau, mais pour recueillir une pensée, une anecdote, au mieux une émotion. La première, pensez-vous que nous avons tort d'avoir raison trop tôt ? Peut-être. Est-ce que vous pensez que le savoir, c'est le pouvoir ? Totalement. Pourquoi ? Parce qu'on se sent plus fort quand on a étudié une question. On se retrouve vraiment dans une société où les gens parlent sans savoir sur tellement de sujets. Et je trouve que les conflits naissent souvent de ça. Alors qu'il suffit de se renseigner un petit peu ailleurs que sur Instagram. Et on se sent plus fort. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Est-ce que ça vous parle ? Oui, ça me parle. Ça me parle et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé faire ça. Très fort. Qui veut la paix prépare la guerre. Je crois pas. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Ouais, ça je suis d'accord. Une autre phrase, quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit. Je pense que c'est un peu plus compliqué. Quand on veut, on peut. Oui, enfin, j'aimerais croire ça, mais il y a plein de critères qui parfois nous dépassent et parfois on veut et on peut pas. Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui, coopère avec lui. Non, je crois pas. À la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Ça résonne très fort, mais je pense que c'est un petit peu plus large que ça. Il y a une autre phrase également. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. C'est de Gandhi. Ça, je suis absolument d'accord. Pour terminer, l'imagination est plus importante que le savoir. Non, elle est complémentaire. Est-ce que vous avez, vous, une philosophie de vie qui vous accompagne au quotidien ou peut-être un conseil qu'on vous a donné ? J'essaye toujours... C'est un conseil, mon papa me disait toujours quand il y a un trottoir qui est à l'ombre et un autre qui est au soleil, va marcher sur le trottoir qui est au soleil, ça te fera du bien. Donc je pense que de façon un peu plus large, d'essayer tout le temps de pas faire du positivisme à outrance, mais d'essayer de trouver la beauté dans les situations qu'on nous amène à vivre. Et je pense que si on ouvre bien les yeux, on en trouve tout le temps. C'est très, très joliment dit, Alison Paradis. Il y a d'autres questions que j'avais très envie de vous poser et peut-être poser à Hélène Kuttner qui se trouve à côté de moi, puisque vous avez joué dans
beaucoup de rôles. Est-ce qu'il y en a un que vous aimeriez interpréter? Et si oui, lequel? Quel genre de rôle? C'est toujours la question. C'est pas vraiment un genre de rôle, mais c'est plutôt un format. Je rêve de faire un seul en scène. Et je lis énormément de choses qui, pour l'instant, ne me convainquent pas. Mais j'ai hâte d'en trouver un parce que j'ai envie de me confronter à ça et j'ai envie de... Non, alors que pourtant, je vous parlais de la beauté du collectif et j'aime tellement être entourée d'une troupe, mais j'ai envie un jour de me retrouver sur scène et de jouer une pensée comme ça, un seul en scène et de naviguer sur ça. Hélène Kuttner, est-ce que vous avez un avis, vous qui êtes Madame Théâtre, peut-être? Moi, j'ai hâte, en fait. Est-ce que vous écrivez? J'essaye de m'y mettre, mais plus cinématographiquement que théâtralement, que je trouve être une forme excessivement complexe à écrire. Mais j'aimerais rencontrer la personne avec laquelle je pourrais collaborer, en tout cas. Ou trouver un classique magnifique à adapter. Moi, j'ai une autre question parce que c'est vrai que vous êtes apparu sur les scènes de théâtre il y a une dizaine d'années. Moi, je vous connaissais pas du tout. J'ai fait l'association comme ça. Je me dis, mais qui est cette fille? Qui est cette fille? Est-ce que vous avez eu l'impression de venir sur les scènes de théâtre, enfin de faire du cinéma, etc., un petit peu parce qu'il y avait un milieu comme ça, artistique, de showbiz, et que vous avez fait l'actrice comme ça, ou alors c'était vraiment quelque chose de réfléchi? Et je pense que là, aujourd'hui, à l'âge que vous avez, c'est pas la même chose qu'il y a 20 ans. Est-ce que vous avez fait votre chemin? Est-ce que vous dites vraiment actrice? Parce que là, vous dites actrice, je vais être sur scène seule. C'est vraiment mon destin. C'est vraiment, c'est là que je m'épanouis le plus, sur une scène de théâtre ou au cinéma ou à la télévision. J'aimerais bien savoir. Je pense que les deux sont vrais. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire et qui a été réfléchi. Mais aussi parce que j'ai baigné là-dedans. Et j'ai baigné là-dedans déjà par mon oncle Didier Pin, qui était un acteur aussi, et qui, du coup, depuis que je suis petite, je le regardais dans Le Château de ma mère, La gloire de mon père, c'était l'oncle Jules, et donc il y avait quelque chose comme ça peut-être d'accessible, en tout cas ce qui m'a permis de rêver, quand on parlait tout à l'heure des rêves, avec des parents très cultivés et qui nous ont beaucoup baigné là-dedans. J'avais une grand-mère qui nous a beaucoup gardés, beaucoup élevés à certains moments, et qui nous faisait jouer les histoires, qui nous disait on va pas lire une histoire, on va se déguiser, puis on va créer. C'est pour ça que je vous dis que j'adorais les costumes, j'adorais les décors. Et donc je pense que voilà, c'est tout ça mis bout à bout qui m'a donné envie d'essayer. Et effectivement, depuis 20 ans que je fais ce métier, là je suis de plus en plus affirmée de me dire que je me suis pas trompée. En tout cas, c'est vraiment là où j'ai envie d'être. Et vous avez bien raison, Alison Paradis. On vous retrouve pour la pièce Amis pour la vie au Théâtre de l'Œuvre, écrite et mise en scène par Bertrand Marcos. Merci beaucoup d'avoir été notre invité en direct sur Radio J. On vous retrouve avec David Sardou, Julien Personnaz et Marie-Ange Casta à 20h. C'est du jeudi au samedi et également le dimanche à 15h. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Un dernier mot de la fin qui vous revient. Vous dites ce que vous voulez. Merci la vie. Merci à vous beaucoup, Alison Paradis. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud et puis Ethan Anoukayev. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On finit en musique, évidemment, avec Les Copains d'abord. Rendez-vous demain dès 15h avec les frères Nakache. Dans un instant, le Club Imo avec Marc Ezrati et le journal sur Radio J. À demain.